Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois, dis-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es. Joue-t-on à tout âge? Les jeux peuvent-ils devenir une assuétude? Jouons-nous pour le plaisir ou pour nous évader de la vie? Je vous laisse regarder le sommaire de notre émission. Tout d'abord, nous nous plongerons avec ce premier reportage dans le monde du jeu de rôle grandeur nature. Avant de nous poser quelques questions sur l'invasion du jeu vidéo dans nos vies quotidiennes. Olivier Servet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier Servet, vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université catholique de Louvain et vous êtes un habitué de notre magazine. Alors, pour entrer dans la thématique de ce jour, je vous propose de regarder ce premier reportage signé Jean-Louis Gios et Corinne Owen. De bon matin, une horde sauvage remonte la drève des gobelins, s'engouffre dans l'allée des elfes et peut enfin prendre d'assaut le territoire du premier clan qu'elle rencontre. Mais je m'emballe. Reprenons depuis le début. Pour Florent, le début de cette aventure a commencé il y a déjà plusieurs mois. Ses compétences ont été mises à rude épreuve pour fabriquer son personnage. Il a dû déployer de nombreuses qualités techniques de modéliste et de sculpteur pour créer son équipement. Voire même de surprenantes compétences en balistique pour la mise au point de son arsenal lourd. Sans oublier des doigts habiles en cordonnerie et ferronnerie pour l'élaboration de son armure. Mais Florent est loin d'être le seul à s'atteler à de pareils travaux. Pour l'édition d'Avatar Stronghold de cette année, qui se déroule à Annecy, près de la frontière française, ils seront près de 800 à participer pendant 4 jours à ce jeu de rôle grandeur nature. Une semaine avant le début de l'événement, ils sont déjà plusieurs dizaines à être à pied d'œuvre pour transformer cette friche industrielle en un univers médiéval fantastique. C'est sûr, au niveau de l'organisation, c'est loin d'être une mince affaire. Et donc évidemment, ça demande énormément de travail, d'une part pour nos bénévoles, mais surtout aussi pour nos joueurs. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas simplement attendu que l'organisation prépare pour eux le terrain. Tous les groupes sont venus individuellement pour préparer à la fois l'emplacement dans lequel ils seront et l'emplacement et les emplacements communs pour la ville, pour tout le monde. Donc d'un point de vue logistique, c'est déjà un très grand défi, évidemment, pour amener l'eau, l'électricité, tout ce qu'on peut imaginer. Alors pourquoi joue-t-on ? Pourquoi joue-t-on? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que la première chose, c'est s'évader. Quand on vient ici en jeu de rôle grandeur nature, quand on vient à Avatar, on laisse sa vie de tous les jours quand on enfile son costume. On joue celui qui est étudiant peut devenir un grand seigneur, celui qui est policier peut devenir le pire des brigands. Tout ça n'a pas de conséquences puisqu'on le fait en jeu, qu'on le fait dans le respect des autres joueurs avec des règles qui sont bien cadrées de sécurité et de jeu. Et puis après, quand c'est fini, quand on a pu souffler, quand on a pu avoir cette bulle d'oxygène, on retire son vêtement et on retourne dans la vie de tous les jours avec un nouveau souffle. Alors est-ce que votre personnage, il est loin de la personne que vous êtes dans la vie de tous les jours ? Ah oui, en fait, c'est une femme. Déjà, rien que ça, c'est déjà pas mal. Je suis une femme barbue. Rien que ça. Est-ce que vous vous permettez des choses que vous ne feriez pas ? Alors, oui, je vais me permettre certaines choses, mais en même temps, des choses que je me permettrais dans la vie de tous les jours, mon personnage ne va pas forcément le faire. Donc on va se mettre d'autres barrières, on va se mettre d'autres restrictions. C'est tout le plaisir d'incarner un rôle, évidemment. Chaque situation que l'on provoque, chaque situation que l'on peut rencontrer va engendrer un lot d'émotions assez fortes qui vont nous toucher, qui vont nous affecter. Et c'est aussi pour ça qu'on vient, c'est aussi ça qu'on recherche. Il y a certaines personnes qui adorent rire, d'autres pleurer, d'autres voir jusqu'à quel point on peut pousser certaines émotions, certains sentiments.
gros travail scénaristique a aussi été réalisé, afin que dans cette saga, chacun ait son rôle à jouer, quelle que soit sa race ou son rang, du plus petit gobelin au plus puissant magicien. Mais le combat, quoique toujours ludique, est loin d'être le point central d'Avatar. La diplomatie, les échanges et la stratégie sont les principaux ingrédients qui permettent aux joueurs de se rencontrer et de partager une histoire qu'ils façonnent au fur et à mesure de leur pérégrination. L'idée justement, c'est d'essayer soit de faire un rôle qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, et là justement on rentre dans le jeu un maximum et on essaie de s'amuser à fond. Ou alors on se dit, voilà, j'ai envie d'aller plus loin dans mon rôle et faire des choses que je ferais jamais, comme être, je sais pas, le papa de plein de pirates roublards et les emmener aller là-bas voler des gens et voilà, que ça devienne des petites crapules. Ou alors on joue un rôle un peu plus simple et on essaie de les guider dans la vie et faire ça bien. Mais je pense qu'au final, on retourne toujours vers ce qu'on est à la base, quoi. Alors le GN, est-ce que c'est aussi un reflet de la vraie vie ou pas du tout? Bah, ça peut. Je pense que c'est ce qu'on aimerait tous. On aimerait tous qu'au final la vie soit ça, quoi, soit un peu... On fait ce qu'on veut quand on aime, mais aussi avec les plus jeunes. Donc il y a l'aspect... On leur explique aussi la citoyenneté via le jeu de rôle. Donc c'est pas... On se promène dans la rue, on tue les gens, on essaie de discuter avec eux, on essaie de se rendre compte que justement, si vous voulez des choses, c'est bien de faire des alliances, c'est pas bien juste de rester dans sa petite île tout seul, rencontrer les gens, discuter avec eux, se faire aimer d'un peu tout le monde. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on essaie de transmettre ici, quoi. Anne, est-il plus difficile de jouer un méchant ou plus difficile de jouer une gentille? Alors, mais déjà, les concepts de méchant et gentil, des concepts noirs et blancs comme ça, moi j'aime bien jouer des personnages complexes. Et quelle que soit la perception de méchanceté de mon personnage, ce que j'aime y trouver, c'est pouvoir trouver une empathie avec le personnage. Et je pense que n'importe quel personnage, comme dans la vraie vie, est le gentil de sa propre histoire. Et donc on joue un inquisiteur, un guerrier ou n'importe quoi. Je pense qu'il faut réussir à trouver la façon dont on peut entrer en résonance avec son personnage et être le gentil de l'histoire, quelle que soit la perception extérieure des autres. Donc c'est comme dans la vraie vie en fait. Mais l'idéal, oui, c'est de réussir à en faire une expérience immersive où on va aussi apprendre quelque chose à la fois sur nous-mêmes, sur les autres et comprendre que c'était pas si simple que ça. Et après 4 ou 5 jours, c'est facile de retourner dans le réel? Ah non, moi j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à revenir à la vraie vie. J'ai l'impression que tout va beaucoup trop vite. Ici on vit un petit peu au rythme du soleil, il fait noir, on n'a pas de lumière, on n'a pas d'électricité, donc c'est plus intimiste. Quand on revient à la vraie vie, il y a des voitures, tout va trop vite, tout va beaucoup trop vite, les gens parlent. On sort comme ça après le jeu de rôle. Et c'est qui celui-là, t'as vu, un clochard qui se promène avec sa pipe et qui sent le poney. Non, c'est vraiment difficile. En tout cas, moi j'ai du mal. En discutant avec d'autres personnes aussi, ils ont du mal. Il faut au moins une bonne semaine après pour revenir. Olivier Servet, quel regard l'anthropologue porte-t-il sur ce genre de jeu grandeur nature? Alors il y a une évolution, hein. Je pense que c'est fondamental de voir que ce type d'événement date des années 2000. Alors il y avait des événements antérieurs, mais il y a vraiment une croissance depuis une quinzaine d'années maintenant. Ça s'ancre dans une histoire, les jeux de rôle de plateau, le jeu vidéo a aussi où c'est articulé avec ce type d'imaginaire. Mais concrètement, ce qui est intéressant, c'est vraiment le passage à la pratique, à la mise en œuvre. On n'est pas simplement dans des histoires qu'on raconte, on n'est pas simplement dans des imaginaires que chacun va élaborer. Aujourd'hui, on a des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a vu que toutes les tranches d'âge, on a des enfants comme on a des parents, voire même des grands-parents qui participent à ce type d'activité, s'ancrent dans une expérimentation. On a besoin collectivement d'expérimenter, pas simplement de lire ou de se raconter, mais vraiment de vivre les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de neuf. Et vous avez l'impression qu'on joue pour le plaisir de jouer, ou bien finalement on s'évade un peu de la vie, de la vraie vie?
Il y a plusieurs choses. C'est évident que le jeu a toujours fait partie des sociétés humaines et donc on joue et c'est une manière de jouer. Et il y a le jeu de société, il y a des tas de manières de jouer et pas seulement durant l'enfance. Le jeu est une activité universelle qu'on retrouve dans pratiquement toutes les sociétés humaines et à tous les âges. Simplement, il y a des jeux d'adultes, des jeux d'enfants et des jeux qui peuvent être partagés entre générations. Donc on joue pour jouer. Mais on l'a entendu, plusieurs intervenants évoquaient spécifiquement cette question de sortir de sa vie quotidienne, sortir d'un train-train qui ne fait plus nécessairement rêver. Et donc là, ça pose question. Qu'est-ce qu'une société qui produit aujourd'hui ce besoin d'évasion, ce besoin de ne plus rêver dans ce qu'on fait tous les jours, mais de se mettre en dehors? Et un des derniers intervenants disait dans le reportage j'ai du mal à revenir après. Donc on voit bien qu'il y a une coupure et que cette coupure, elle fait partie de ce qui est recherché. Et comment est-ce que vous expliquez cette réalité-là, ce besoin de jouer? Alors le jeu, ça permet de mettre des règles différentes de la réalité quotidienne, de la réalité de tous les jours. On est dans un temps en partie hors du temps, en tout cas particulièrement dans ce type de jeu-là, puisqu'on ne joue pas chez soi, on joue vraiment dans un autre moment, dans un autre lieu, avec un accoutrement qui n'est pas celui habituel. Et donc ça permet d'accentuer cette césure entre les deux temporalités. Alors pourquoi est-ce qu'on recherche ce type de temporalité? Je pense que clairement, une société qui depuis 40 ou 50 ans maintenant, depuis les années 70, nous parle de crise en permanence, où les perspectives à moyen ou parfois même très court terme sont assez sombres, ou en tout cas très incertaines, de plus en plus au niveau environnemental, au niveau politique, au niveau économique. Pouvoir sortir de ça et se dire qu'on a quand même encore des capacités de rêver, on a encore des capacités de se projeter dans autre chose, parce que qu'est-ce qu'on joue? Une intervenante disait c'est la part positive de soi, c'est le héros en soi, qu'on n'arrive plus nécessairement à jouer au quotidien dans sa vie, dans son métier, dans sa famille, situation compliquée, situation de crise permanente, et dans cette configuration-là, il y a ce besoin de se dire je dois me projeter positivement. Avec d'autres. Et on le voit vraiment, ça joue un rôle. Et qui jouait ce rôle-là avant alors ? Alors, qui jouait ce rôle-là avant? Le rôle, d'abord, on était dans des sociétés où on était beaucoup plus stabilisé, finalement. La situation de la famille, la situation de la carrière aussi était beaucoup plus ancrée dans une longue durée. Ici, on est dans une incertitude, dans une fluidité. Et donc, se projeter dans un métier précis ou dans une situation familiale précise, c'est de plus en plus difficile. Qu'est-ce qui le jouait? Je pense que les religions, par exemple, on jouait tout à fait clairement. On se retrouvait à la messe ou à la synagogue ou beaucoup plus régulièrement avec les mêmes partenaires, et on avait une activité, une cérémonie collective, un partage collectif, des questions de sens, des imaginaires aussi qui étaient véhiculés depuis la tendre enfance jusqu'à l'âge le plus avancé. Et donc les religions, les philosophies jouent aussi aujourd'hui encore cette fonction-là, mais elle n'est plus la seule. Tout à fait clairement, elle n'est plus la seule. Ce qui voudrait dire que pour vous, le jeu deviendrait comme une nouvelle forme de religion? Alors il faut nuancer, il faut être prudent, parce que je pense que le contexte a complètement changé. Ici, c'est un choix qui est fait complètement par l'individu. Le jeu n'est pas préalable à la vie de l'individu, on ne naît pas avec le jeu, mais petit à petit, on l'acquiert, on le choisit. Et donc les trajectoires individuelles, l'autonomie de l'individu qui va rechercher des choses qui lui correspondent sont beaucoup plus fortes. Et donc ce choix et cette autonomie vont véritablement structurer le rapport à l'imaginaire, le rapport à ce besoin de rêve, et il va prendre des formes multiples, et le jeu est une de ces formes aujourd'hui, tout à fait clairement. Et le jeu, par exemple, va-t-il permettre l'apprentissage de certaines valeurs en jouant ? Alors je pense que ça, c'est quelque chose qui m'apparaît capital. Il faut casser un certain nombre de clichés. Le jeu, c'est pas juste une évasion, on va dire, qui ne rapporte rien, une évasion désocialisante ou juste un moment, une parenthèse dans la vie importante. Le jeu, c'est quelque chose qui va recréer un certain nombre d'acquisitions de valeurs, la solidarité, la négociation, la capacité à être médiateur, la capacité à pouvoir comprendre la posture de l'autre
l'autre qui est radicalement différente. Il y a des tas d'éléments en termes de compétences et de valeurs. J'ai dit solidarité, mais on pourrait dire aussi la valeur de la fidélité à un petit groupe, la valeur de la capacité à vraiment cette question de la compréhension de l'autre comme valeur clé. Tout ça, c'est des valeurs qui vont être acquises dans ce type d'activité. On le voit bien, là, c'est pour les jeux en temps réel. Alors, qu'en est-il alors des jeux vidéo? Je vous propose peut-être de regarder ce second reportage de notre magazine où on aborde vraiment la thématique alors du jeu vidéo et de voir quelle est la posture que l'on prend quand on est dans un jeu vidéo. Il ne fallait pas chercher bien loin cet été pour trouver des chasseurs de Pokémon. À la ville comme à la campagne, les aventuriers ont exploré coins et recoins à la recherche de l'animal ultime qui trônera enfin au milieu de leurs trophées. Le phénomène Pokémon est loin d'être exceptionnel. Depuis plusieurs décennies déjà, le jeu vidéo s'est développé de façon exponentielle. Que ce soit sur les smartphones, tablettes, consoles ou PC, l'univers vidéoludique a su se tailler une sacrée part de marché. Les rapports financiers montrent que les joueurs du monde entier devraient cette année générer un chiffre d'affaires global de près de 100 milliards de dollars. Loin devant le cinéma, le jeu vidéo est devenu le leader du divertissement. Mais est-il un média comme un autre ? C'est un média culturel comme un autre, donc voilà, il faut prendre avec des pincettes, surtout pour les enfants, il faut surveiller la consommation qu'ils en font, mais c'est pas négatif de manière inhérente, quoi. Je veux dire, même un jeu qui peut être, je sais pas moi, violent ou qui peut avoir du contenu que certaines personnes peuvent trouver choquante, c'est de la liberté artistique, quoi. Si on permet quelque chose dans les films ou dans les livres, il n'y a aucune différence avec les jeux vidéo, quoi. Mais il faut qu'il y ait une supervision au niveau, on va dire, étatique, public, pour être sûr que le matériel qui ne soit pas adapté à des enfants soit joué par des personnes qui n'ont pas d'âge d'y jouer, quoi. Le jeu a conquis nos chères petites têtes blondes depuis bien longtemps. Les jeux en ligne, les RPG, FPS et autres MMORG n'ont plus de secret pour eux. Cette activité ludique devient malheureusement très vite dévoreuse de temps, aux dépens parfois d'autres activités et d'heures de sommeil. Mais qu'est-ce que cela peut bien apporter à nos enfants ? Lui, en tout cas, prétend, il nous apportait des articles régulièrement nous disant que ça créait de nouvelles connexions dans son cerveau et que donc ça lui permettait d'être plus réactif, de développer une nouvelle forme d'intelligence. Il trouve, en tout cas dans ses jeux vidéo, un espace de détente qu'il ne trouve pas nécessairement ailleurs et que ça lui fait du bien. Voilà en tout cas un fils qui sait parler à sa maman. Mais si les parents peuvent imposer certaines limites au temps passé devant les écrans par leur rejeton, les adultes, eux, peuvent s'adonner à cette passion dévorante sans limite, de jour comme de nuit. Nous avons la chance d'avoir rencontré une gameuse de haut niveau, mais qui désire pourtant rester dans l'anonymat. L'anonymat, en fait, c'est surtout au niveau du travail, parce qu'en général, tout le monde sait que les gamers vont coucher très tard, parce que bien souvent c'est la nuit que ça se passe. Et donc, pour un patron, il est inacceptable de voir son employé, tout en sachant que l'employé a dormi 2 heures peut-être sur la nuit, et donc ça fait toujours mauvais genre au niveau de l'employeur. Et alors pourquoi jouer ? C'est une passion, comme une autre, comme un sport, comme... Il y a des gens qui regardent la télévision jusqu'à 3 heures du matin, qui regardent des séries. Ici, moi, je n'ai pas de télévision, je ne regarde pas donc les programmes, et je joue. Vous êtes une femme de pouvoir dans le jeu. J'ai un personnage important, oui, mais voilà, ça fait partie de moi, et puis c'est un peu pareil dans la vie, j'aime bien guider les gens, j'aime bien les aider. Est-ce que vous créez des amitiés comme ça sur le net ? Bien sûr, des amitiés même parfois de plusieurs années, et les amitiés, je vais dire, virtuelles se transforment bien souvent en amitiés réelles. Un monde d'amis et de confiance. Stratégie, combat, réflexion, chacun va y trouver son compte. Aujourd'hui, sauver le monde ou en devenir le maître est à la portée de tous. Mais à force d'être un super-héros, une certaine lassitude ne finit-elle pas par s'installer ?
Il paraît que les gens qui jouent beaucoup, ce qui les ennuie, c'est quand le monde devient saturé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'événements particuliers, qu'en fait tous ronronnent. Et donc les joueurs, à première vue dans ces jeux-là, ça les lasse. Et j'ai l'impression que dans le monde actuel, on a ronronné pendant quelques dizaines d'années, et puis maintenant, avec les réfugiés, avec des tas de problèmes qui deviennent vraiment importants, on ronronne moins et ça nous oblige à réfléchir. Donc peut-être que dans le monde actuel, c'est l'inverse, c'est comme dans les jeux, si ça ronronne trop, on s'ennuie, et donc peut-être que des joueurs vont peut-être revenir dans notre monde en se disant il y a des choses vraiment à faire, il y a des challenges qui sont plus intéressants et peut-être qu'ils jouaient plus parce qu'il n'y avait plus de grandes choses à faire dans notre monde réel. Olivier Servet, dans la première partie, vous avez parlé de l'importance de la socialisation dans le cadre du jeu réel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec les jeux vidéo d'une forme d'atomisation cette fois, où la personne reste quand même très très seule face à son écran? Alors c'est intéressant parce qu'en termes de nouveautés, puisque les jeux vidéo à l'aune de l'histoire humaine sont très récents, on pense d'abord toujours ces nouveautés en termes de risques. Moi je dis souvent il faut les penser en termes de changement. Qu'est-ce que ça révèle d'un changement de société? Les nouvelles technologies aujourd'hui, que ce soit les ordinateurs, mais plus généralement les GSM, les smartphones, les tablettes, ont envahi notre quotidien, que ce soit ceux des enfants ou ceux des adultes. Et c'est en train de transformer nos rapports aux autres de manière forte. Et ça veut dire qu'on assiste à une restructuration de la manière dont on fait lien avec les autres. Alors est-ce pour autant une désocialisation? J'en suis pas convaincu. Je travaille avec une série de collègues en communauté française de Belgique ici, dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Jeux et Monde Virtuel. Et dans ce laboratoire, nous travaillons notamment sur les mutations de ces sociabilités. Et on voit en fait que la manière de faire lien est en train simplement de se transformer. On ne fait plus lien nécessairement uniquement avec du présentiel, où le corps serait le médiateur principal, mais de plus en plus on fait lien à distance. Aujourd'hui, par exemple, chez les jeunes, mais aussi les moins jeunes, jusqu'à 40 ans, un couple sur deux se forme d'abord sur Internet. Donc la rencontre se fait d'abord sur Internet. Dans les jeux vidéo, on joue peu seul. On joue un petit peu seul, mais quand on joue seul, c'est vraiment de manière assez limitée la plupart du temps, ou alors c'est une frange de la population très limitée. On joue de plus en plus avec d'autres. Et ce jeu avec d'autres débouche souvent sur d'autres types d'activités sociales petit à petit, et on finit par se rencontrer, par exemple. Donc c'est une autre manière de se connecter aux autres, de se mettre en lien avec les autres, et il va falloir progressivement l'intégrer. Ce qui veut dire que vous sentez que le rapport aux autres va changer par le biais de ces différents jeux, ces différents médias? Tout à fait. Alors que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des jeux vidéo, parce qu'en fait ces jeux vidéo sont des jeux la plupart du temps qui vous connectent aussi avec d'autres. Ce sont des jeux vidéo mais qui ont en leur sein, si on peut dire, une sorte de logique de réseau social comme Facebook, Twitter ou d'autres. Et donc vous allez recomposer finalement votre carnet d'adresses à partir d'une passion, ici qui est la passion du jeu. Donc le jeu vous met en contact, vous expérimentez, vous vivez une série d'aventures virtuelles avec d'autres praticiens qui partagent la même passion, comme on rencontrerait dans son club de football ou de pétanque des amis qui petit à petit deviennent des amis aussi pour le barbecue, pour d'autres types d'activités. Avec une petite difficulté peut-être ici, c'est la limite du temps. C'est qu'avec le jeu, vous pouvez jouer autant de temps que vous voulez. C'est à chacun alors à mettre ses propres limites. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'assuétude quand même par rapport au jeu? Alors dans toute passion, et dans toute passion qui peut être dévorante, c'est évident que cette question-là peut arriver sur la table. Mais je suis toujours amusé de voir que ma fille qui rentre en secondaire est une passionnée de lecture. Elle lit parfois de manière tout à fait inconsidérée. Et là, ça ne pose de problème à personne. C'est vraiment parce qu'on a intégré la lecture, apprend plus, en tout cas on en est convaincu, que le temps qu'elle peut y passer, parfois de manière tout à fait excessive. Pour le jeu vidéo, on ne sait pas, parce qu'on a encore peu de recul et donc on se pose des questions. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un équilibre entre l'apprentissage et puis évidemment un certain type de problèmes qui peuvent se poser dans ces activités de passion. Comment justement accompagner des personnes qui se sentent vraiment accros au jeu? Est-ce qu'aujourd'hui on a déjà des clés pour les aider à reprendre un peu de distance par rapport à ça, pour réintégrer la vraie vie?
Alors bon, pour la plupart de ces passionnés, la distinction entre vraie vie et fausse vie n'a pas de sens, parce que c'est des gens qui, leurs vrais amis, si je puis dire, c'est des gens avec qui ils discutent tous les jours, ils parlent parfois même très en profondeur, en ligne. On a des technologies d'interface audio, voire même on se voit et on discute tout en jouant. Donc c'est pas juste du jeu, c'est aussi du dialogue, de la discussion, du débat, parfois de la médiation qui a lieu dans ce type de jeu. On a des outils aujourd'hui, parce que comme toute passion de ce type-là, on a parfois besoin de spécialistes. Il y a des cliniques du jeu qui ont ouvert à différents endroits. Je pense par exemple dans mon université à l'UCL, une clinique du jeu a ouvert à Woluwe. Le professeur Bilieu par exemple, un psychologue qui est spécialiste de ces questions de jeux excessifs, on pourrait dire, ou problématiques, développe toute une série d'outils qui permettent d'accompagner parents ou même adultes, parce que ce n'est pas qu'une affaire d'enfants. On entendait dans le dernier témoignage de ce papa qui disait, ou peut-être qu'il joue aussi, je ne sais pas, mais il disait que quand même c'était un moyen de nouveau d'un peu s'évader. On trouvait dans le jeu ce qu'on ne trouve plus dans la vraie vie. Tout à fait. Tout à fait. Alors ce qui est intéressant quand on regarde sur les tranches d'âge dans le jeu vidéo, c'est que toutes les tranches d'âge aujourd'hui jouent. Les garçons comme les filles. Alors les garçons et les filles ne jouent pas souvent au même jeu, donc c'est intéressant qu'on recherche des choses différentes dans le jeu vidéo. Mais en termes de jeu, tout le monde y joue. Il y a peut-être une différence, c'est chez les garçons entre 12 et 18 ans. Donc la génération des adolescents, enfin la tranche d'âge des adolescents. Là, on va jouer beaucoup plus d'heures qu'auparavant et des jeux plus violents. Alors c'est intéressant de voir en gros qu'on arrive à ce que moi j'appelle un substitut du service militaire ou un substitut de ce besoin de se retrouver entre garçons à des jeux guerriers. Alors est-ce que c'est un impératif? D'où ça vient? On est en train de travailler là-dessus pour creuser, mais c'est intéressant de voir qu'on va retrouver un déplacement finalement. Ces activités guerrières sont disparues. Le scoutisme aussi est rentré dans une certaine mixité de plus en plus importante et on va retrouver alors un déplacement de ce besoin d'être entre garçons qui va se déplacer vers les jeux vidéo. Et chez les filles? Alors chez les filles, en général, il y a une décroissance à cette période-là au profit... Là, les clichés ont la vie dure au profit des séries télé notamment ou des séries YouTube en fait. Donc on va aller voir sur je dis YouTube, mais ça peut être finalement toutes ces séries qui sont autoproduites par des jeunes ou des étudiants à destination de ce public-là. Alors, en conclusion, le jeu, un danger ? Une aide pour notre vie dans la société? Comme toute passion, je pense que l'excès nuit en tout et donc il faut s'inquiéter quand il y a vraiment, quand on se coupe d'autres types d'activités, quand elle devient la seule activité qui prend toute la place. Mais je pense qu'il faut être nuancé et voir aussi tous les apports que ce type d'activité peut avoir. Olivier Servet, merci de nous avoir apporté votre regard d'anthropologue sur le jeu. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.